Bonjour tout le monde et bienvenue sur ma chaîne. Je vous fais un petit coucou vidéo en début de capsule aujourd'hui et la suite sera en audio. Pour des conditions d'enregistrement vidéo qui ne sont pas optimales cette semaine, j'entrerai pas dans les détails, mais je travaille fort à essayer de régler la situation le plus rapidement possible. Donc, une capsule audio aujourd'hui avec un contenu super pertinent en cette semaine de la Journée internationale des femmes. Donc, 8 mars, Journée internationale des femmes. On parle de liberté, d'émancipation, d'égalité, d'évolution de la société. Je sais pas ce que vous en pensez, les filles. Permettez-moi d'aborder la Journée internationale des femmes sous l'angle de la vie différente. On va donc parler aujourd'hui de la situation des femmes proches aidantes. Maintenant. 8 mars, Journée internationale des femmes. J'avoue, d'entrée de jeu, que j'ai jamais accordé d'attention spéciale à la Journée internationale des femmes. Pas plus que j'ai accordé d'attention à la Journée mondiale du pyjama. Oui, ça existe vraiment. Et la Journée mondiale du pyjama, je mentionne que c'est le 10 mars, donc avis à ma famille et aux amis, le 10 mars prochain, je passe la journée en pyjama. Il y a aussi la Journée internationale des nuages, il y a la Journée mondiale de bataille d'oreiller, il y a la Journée mondiale du jardinage nu, ou encore la Journée mondiale de l'hygiène menstruelle. Ouais, tout ça existe vraiment. Mais revenons à nos moutons, le 8 mars. Au final, ça change quoi dans la réalité, la Journée internationale des femmes? Ben, vous me direz que c'est le moment de regarder derrière pour voir le chemin qui a été parcouru, de faire le point sur la situation des femmes, des droits des femmes, de fixer des objectifs pour l'avenir. Oui, effectivement, je suis d'accord. Mais je regarde les nouvelles à tous les jours, puis je peux pas m'empêcher de penser que la situation des femmes en Iran, en Afghanistan et dans d'autres pays totalitaires, leur vie à elles, à ces femmes-là, leur qualité de vie ne s'améliore malheureusement pas. Vous me direz que c'est là des exemples vraiment extrêmes où on désespère de voir un jour du changement. Oui, c'est vrai. Mais pensons à ces femmes-là aujourd'hui. Je pense que vraiment, c'est une bonne occasion de penser à ces femmes-là. De leur envoyer des ondes positives. Si on revient plus près de nous, est-ce que les femmes peuvent marcher sans peur dans la rue, peu importe l'endroit ou l'heure? Malheureusement, non. De nos jours, si une fille va passer une soirée dans un bar, elle doit s'assurer de toujours être entourée de ses amis. Elle doit se surveiller une l'autre constamment et surveiller leur drink parce que, malheureusement, oui, il y a des cabochons, qui attendent juste la bonne occasion pour glisser du GHB dans le verre d'une fille. C'est donc, oui, il y a du chemin à faire pour ce qui est de la qualité de vie, des droits des femmes, etc., même ici au Québec. On peut aussi parler de l'accès à des postes supérieurs au travail, à l'écart salarial homme-femme, au partage des tâches à la maison, etc., etc. Mais moi, je veux m'en tenir ici vraiment à la réalité différente. Et là-dessus, ben, la question qui tue, est-ce que les femmes proches aidantes sont reconnues, valorisées et soutenues dans leur rôle? La réponse à ça, malheureusement, c'est non. J'aimerais dire que oui, mais malheureusement, même en 2023, la réponse est encore non. J'aimerais ça pouvoir dire que tout est parfait, mais vous aurez remarqué, là, comme moi, qu'on ne vit pas au pays des licornes. Et non, j'en ai encore jamais vu. Ça doit être beau, par contre, une licorne. Puis je me suis demandé, est-ce qu'il y a une journée pour ça? J'ai vérifié et puis oui, ça existe. Pour votre information, la Journée mondiale de la licorne, c'est le 9 avril. Donc, concentrons-nous sur notre sujet, 8 mars, Journée internationale des femmes.
En tant que femme, on partage plusieurs défis communs, mais quand notre route prend un tournant différent, le degré de difficulté de nos défis passe à un niveau supérieur, surtout quand on endosse le rôle de proche aidante. On devient alors superwoman, mais c'est loin d'être comme dans les films, là, être superwoman. On n'a pas de super pouvoir, on n'a pas une vie remplie d'actions. Non, c'est vraiment pas facile la vie de superwoman, la vie de super aidante. C'est plutôt, au lieu des super pouvoirs, on a des super embûches. Saviez-vous qu'au Québec, 57,8% des personnes proches aidantes sont des femmes et que les femmes assurent en moyenne plus d'heures d'aide que les hommes? Un petit peu normal que je reçoive régulièrement des messages de femmes aidantes qui ont besoin d'aide. Prendre soin de ses proches, donner des soins, c'est une partie tellement importante, mais aussi tellement invisible de la vie de plusieurs femmes. Comme je le disais, les femmes constituent la majorité des proches aidants. Elles fournissent une assistance aux membres de la famille ou à des proches qui sont malades, en situation de handicap ou aînés en perte d'autonomie. Être proche aidante, on peut dire que oui, c'est certainement enrichissant pour l'âme, mais l'impact est énorme sur la santé physique et mentale, sur le bien-être émotionnel et bien important aussi sur la stabilité financière des femmes. J'insiste un peu sur ce dernier point parce que on vit pas d'amour et d'eau fraîche. Peut-être au pays des licornes, mais pas ici. Si on parle des impacts sur la santé physique et mentale, donner des soins, ça nécessite beaucoup de travail physique. On parle de soulever une personne, de transférer une personne, de donner un bain, d'administrer des médicaments, etc., etc. Tout ça, ça peut évidemment entraîner des tensions physiques puis des blessures. Les proches aidants sont aussi plus à risque de souffrir de problèmes de santé chroniques, comme les maladies cardiaques, le diabète ou la dépression. La charge mentale, est-ce que vous connaissez? C'est un terme qui désigne la charge cognitive invisible qui représente l'organisation de tout ce qui se situe dans la sphère domestique. Là, on parle des tâches ménagères, des différents rendez-vous, des achats à faire, des soins aux enfants, etc. Cette charge-là, elle est déjà très présente dans la vie quotidienne, dans la vie, entre guillemets, ordinaire des femmes. Si on ajoute à ça la charge de la proche aidance, la santé mentale, elle est à ce moment-là grandement touchée. Stress, anxiété, dépression, les exigences constantes du rôle de proche aidante peuvent entraîner l'épuisement professionnel, émotionnel, physique et mental. Et puis ça peut éventuellement mener à l'incapacité pour la proche aidante de continuer à fournir les soins et l'accompagnement à la personne aidée. Si on parle maintenant de la stabilité financière des femmes proches aidantes, je parle par expérience ici, là. Plusieurs proches aidantes doivent souvent s'absenter du travail, réduire leurs heures de travail ou carrément quitter leur emploi pour fournir des soins. Ce qui entraîne évidemment une perte financière importante. On parle de perte de salaire, de réduction des prestations de retraite et une baisse du niveau de vie en général, évidemment. Reconnaître les conséquences du rôle de proche aidante sur la santé et le bien-être des femmes, ce serait essentiel pour pouvoir ensuite élaborer des politiques et des programmes qui soutiennent les femmes et garantissent qu'elles disposent des ressources et du soutien dont elles ont besoin pour assurer les soins et l'accompagnement de leurs proches, mais tout en préservant leur propre santé et bien-être. Un fait qui mérite d'être mentionné, l'impact financier du rôle de proche aidante peut être de longue durée. La compagnie d'assurance américaine Metropolitan Life Insurance Company, ou MetLife,
a réalisé une étude qui a révélé que les femmes proches aidantes perdent en moyenne 324 044 $ en salaire, en sécurité sociale et en prestations de retraite au cours de leur vie en raison de leur responsabilité de proche aidante. Cette perte de revenus-là a évidemment des répercussions sur la stabilité financière des femmes proches aidantes pour plusieurs années. Donc, en résumé, isolement, épuisement, problèmes de santé et appauvrissement sont malheureusement le lot de plusieurs femmes proches aidantes. Et malheureusement, le désespoir les attend trop souvent dans le détour. N'oublions pas que le manque de services au niveau du répit favorise aussi l'épuisement, évidemment. Souvent aussi, les amis et même la famille vont s'éloigner. Il vient un temps où Superwoman se sent bien seule et même si elle est très forte, elle sent le désespoir qui gagne du terrain un peu plus chaque jour. Et là-dessus, je vais vous parler du cas d'une dame avec qui j'ai été mis en contact il y a quelques années. Cette dame-là s'occupait à temps plein de son mari qui avait une maladie dégénérative grave. Il en était dans les derniers stades de sa maladie. C'était très lourd pour cette dame-là qui s'occupait de son mari vraiment à temps plein, 7 jours sur 7, 24 heures sur 24, en plus de s'occuper du quotidien, de la maison, de l'entretien intérieur, extérieur, couper le gazon, etc. Elle faisait tout seule. Elle était donc fatiguée, évidemment, et à un certain moment, elle a envisagé le suicide. Et ça m'a frappé qu'on en arrive à ce point. Heureusement, cette dame-là a demandé de l'aide et elle s'en est sortie après le décès de son mari. Les dernières nouvelles que j'ai eues de cette dame-là, elle avait repris sa vie en main et ça allait très bien. Donc, un petit message aux femmes proches aidantes qui sont dans une situation semblable comme ça. Si vous êtes vraiment à ce point fatigué, épuisé, découragé, demandez de l'aide, allez chercher de l'aide, s'il vous plaît. Je vous ouvre ici une petite tranche, mais tellement importante de ma vie, une chronique chaotique qui est liée au sujet de l'appauvrissement. J'ai toujours eu énormément de difficultés à rester sur le marché du travail, évidemment, après la naissance de mon fils. Je dis évidemment parce qu'avec sa condition de santé, je peux seulement dire que l'hôpital pour enfants, c'était devenu notre deuxième maison. J'y passais vraiment beaucoup de temps, donc je pouvais plus occuper un emploi à temps plein. Je pouvais plus occuper un emploi carrément. Quand les choses ont été un peu plus stables, des années plus tard, j'ai pu faire un retour au travail. C'était quand même difficile, mais bon, j'y arrivais. À une certaine période, ma grande fille étudiait à la maison, puis elle s'occupait de son petit frère pendant que j'étais au travail. Donc, ça fonctionnait bien. Mais évidemment, un jour, elle a terminé ses études, puis elle s'est trouvée du travail, ce qui est très normal. Et donc, elle n'a plus été disponible pendant la journée. Donc, moi, à ce moment-là, je travaillais pour une agence de personnel temporaire. J'ai donc pu terminer un contrat. Et puis ensuite, je me suis mise en mode recherche de solutions. Travailler de soir, c'était à ce moment-là ma seule option. Et puis, j'ai été chanceuse. Le moment de l'année était parfait. C'était l'automne et j'ai déniché un emploi dans une clinique de vaccination contre la grippe. Et là-dessus, en passant, j'aurais beaucoup d'anecdotes à vous raconter sur cette expérience-là, des drôles et des moins drôles. Ce sera sûrement à lire dans une autre chronique chaotique éventuellement. Donc, c'était évidemment un emploi qui était très temporaire. Donc, quand la clinique de vaccination a été terminée, ça a été la même chose pour mon contrat, puis je me suis retrouvée encore une fois sans option de travail. J'ai pris mes prestations d'assurance emploi, puis quand ça a été terminé, il me restait évidemment plus qu'une seule option, et c'était l'assistance sociale. J'ai eu la chance d'avoir une belle opportunité de travailler comme recherchiste, rédactrice pour une boîte de marketing web. C'était un travail que je faisais à la maison. C'était parfait. C'était pas super payant parce que j'avais pas encore d'expérience dans ce domaine-là.
Mais j'adorais ça, j'étais très productive, très appréciée. Donc, c'était bien. Tout a été parfait jusqu'à ce que mon ordinateur m'abandonne. Et j'avais pas du tout, mais absolument pas du tout les moyens de m'en acheter un autre à ce moment-là de ma vie. J'ai donc été contrainte d'abandonner mon emploi. J'ai su un peu plus tard que la boîte web avait dû engager 2 personnes pour me remplacer. Donc, moi qui vois toujours le côté positif des choses, en tout cas qui essaye, ça c'était positif pour ma confiance en moi. Mais du côté plus sombre, je me retrouvais vraiment au pied du mur et j'ai dû me botter le péteux jusqu'au bureau de l'assistance sociale. Commençait alors une trop longue période de misère. J'avais évidemment beaucoup de difficultés à payer le loyer et les factures tout en mettant du pain et du beurre sur la table. Et après des mois de macaroni, de saucisses au poulet cheap et de gros stress, et avec 1 mois et demi de retard à payer en loyer et un avis d'expulsion du propriétaire si je ne payais pas dans les prochains jours, j'étais découragée, j'étais désespérée, puis j'ai considéré ce que je n'aurais jamais cru considérer sérieusement un jour, la prostitution. J'ai vraiment considéré l'option sérieusement, mais j'ai été incapable de le faire. Et puis là, je ne juge pas ici celles qui le font, loin de là, même que je comprends mieux aujourd'hui ce qui peut amener une femme sur ce chemin-là. Mais moi, j'ai été incapable de me pousser jusque-là. Je ne pouvais pas me faire ça et je ne pouvais pas faire ça à mon fils. Jamais j'aurais pu le quitter pour aller vendre mon corps et risquer de ne jamais revenir à la maison. On sait que c'est un métier dangereux. Dans le moins pire des cas, je me disais que j'aurais pu rentrer à la maison avec des blessures physiques, mais aussi des sacrées grosses blessures à l'âme. Une petite parenthèse sur ce sujet-là, étant donné qu'on est la journée de la femme, et que ça peut évidemment concerner des femmes proches aidantes, parce que l'appauvrissement, malheureusement, fait partie du rôle de proche aidante trop souvent et comme je viens de vous le dire, j'ai même considéré à un certain point la prostitution. Une petite parenthèse sur ce sujet-là. Je me rappelle, il y a quelques années, la Fédération des femmes du Québec avait reconnu la prostitution comme un travail auquel consentent les femmes. Je me rappelle que j'étais renversée. Pour moi, personnellement, c'était la preuve que notre société était vraiment en déroute. Inutile de dire que je ne me suis pas du tout reconnue dans la position de la Fédération des femmes du Québec à ce moment-là. Selon moi, toujours, mon opinion, aucune femme ne consent volontairement à vendre son corps. Aucune. Celles qui se tournent vers le plus vieux métier du monde ne le font pas par choix. Jamais personne va me faire croire qu'on peut pratiquer ce métier-là par passion. On l'exerce plutôt par résignation. Quand on vend son corps, on le fait pour survivre. On poignarde son âme à chaque fois, mais on a des dollars en poche. Le corps, là, toujours selon moi, ce n'est pas un objet qu'on peut monnayer sans en souffrir des conséquences. Le consentement, ça ne s'achète pas. Plus encore, le consentement, ce n'est pas le désir et surtout pas la liberté. Quand une femme consent à vendre son corps, ce n'est pas sa volonté qui s'exprime, c'est la nécessité. La pauvreté, c'est étroitement lié à la prostitution, comme je disais. Je sais qu'il y a d'autres causes aussi, les drogues, etc. Mais la pauvreté est étroitement liée à la prostitution et je veux ajouter que la misère et l'instinct de survie, ça peut pousser une femme à concevoir l'inconcevable. Et non, toujours mon opinion, la prostitution, ce n'est pas un choix et on n'y consent pas, on s'y résigne. Pour survivre un jour de plus dans un monde qui est de plus en plus froid, de plus en plus impitoyable, surtout envers celles qui n'ont pas les outils nécessaires pour s'y faire une place. C'était la parenthèse que je voulais faire sur le sujet. En conclusion, j'aimerais dire ceci. Femmes, proches aidantes et toutes les autres, vous êtes uniques et vous méritez le meilleur. Gardez toujours la tête haute et ne baissez jamais les yeux devant qui que ce soit. Et en parlant de baisser les yeux, je terminerai avec un court texte que j'ai écrit il n'y a pas si longtemps et qui s'appelle « Proche aidante,
ne baisse jamais les yeux et qui va comme suit. Il était une fois une maman qui se dévouait pour son fils. Né avec un handicap et plusieurs problèmes de santé majeurs, il avait besoin des soins et de l'assistance de sa maman pour ses activités quotidiennes. Sa maman qui, malgré le premier rôle que le destin lui avait confié dans le grand film de la vie, elle se sentait souvent minuscule et même insignifiante. Cette maman-là, c'est moi. Trop de fois dans ma vie, j'ai baissé les yeux. J'ai baissé les yeux devant ceux qui me parlaient de leur vie professionnelle florissante, de leur vie familiale idéale, de leur vie sociale trépidante et de leur vie amoureuse harmonieuse. Trop de fois, j'ai baissé les yeux. Jusqu'au moment où j'ai vu, dans les yeux de mon fils, toute ma valeur. Son regard, plongé dans le mien, il m'a fait comprendre que je ne suis ni banale, ni insignifiante. Alors non, je n'ai pas de vie professionnelle florissante où je peux grimper les échelons jusqu'au poste le plus important. Mon objectif personnel, c'est de réussir ma vie, ce qui est bien différent de réussir dans la vie. Mais c'est encore plus génial de faire les deux d'une façon différente. Et c'est mon objectif. Non, je n'ai pas la vie familiale idéale. Tu sais, le genre de petite famille qui fit tellement bien dans la nouvelle minivan qu'on nous vend dans les pubs. Non, j'ai pas ça. Mais j'aime ma vie de super maman solo, super débordée par moments, mais toujours heureuse et bien entourée. Non, je n'ai pas une vie sociale trépidante, remplie de nombreux 5 à 7, d'après-midi au spa et de voyages dans le sud quand l'hiver frigorifie le Québec. Mais j'adore mes sorties de filles et les soirées d'hiver devant la télé et le foyer. Vive le cocooning! Non, je n'ai pas non plus de vie amoureuse enivrante. Je n'ai pas eu le bonheur de connaître le grand amour qui dure toujours. Du moins jusqu'à maintenant. Ça, c'est à suivre. Dans le regard de mon fils, dans son regard qui est rempli d'amour inconditionnel et de confiance infinie, ce regard-là, ça me criait « Hey maman, allume, tu es extraordinaire ». Et j'ai allumé. J'ai réalisé qu'auprès de mon fils, à chaque jour, j'accomplis un travail invisible, mais un travail d'amour hyper important. Et que sans mon travail et sans le travail des proches aidantes comme moi, la société serait bien mal en point. Sans les proches aidants, le système de santé, déjà surchargé, s'écroulerait. N'oublions pas les faits suivants. Au Québec, 1,5 million de proches aidantes accomplissent 382 millions d'heures d'aide par année. Et aussi, le travail invisible des proches aidants fait économiser 10 milliards de dollars par année à l'État québécois. C'est astronomique. Donc, proche aidante, si comme moi tu t'es déjà senti inférieur aux autres parce que tu as une vie différente de la leur, prends conscience de ta grande valeur. N'oublie jamais que tu es une personne exceptionnelle et, surtout, ne baisse jamais les yeux. Jamais. Et voilà, c'est tout pour cette capsule. Je veux vous dire, tout d'abord, merci d'aimer cette vidéo, merci de vous abonner à la chaîne, merci de partager mes vidéos, ça m'aide beaucoup. D'ici à notre prochain rendez-vous, bien, prenez soin de vous, prenez soin de ceux que vous aimez. J'ai très hâte de vous retrouver pour une prochaine capsule et plusieurs chroniques chaotiques. Et c'est ça, d'ici à notre prochain rendez-vous, portez-vous bien. À bientôt. Salut, bye gang.